cher Pierrot, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est toujours un immense plaisir d'être ici parmi vous, parmi des camarades, des amis aussi qui sont là. Et de plus, c'est un plaisir d'être en France pour ce sujet, car vous êtes, et c'est un Italien qui vous le dit, le meilleur, le plus grand pays de la gastronomie, avec la nourriture la plus exceptionnelle, la plus goûteuse du monde. Et c'est surtout un gourmand qui vous le dit. Et c'est vrai que lorsque je me prépare depuis maintenant à des temps difficiles que l'on voit de plus en plus dans nos rues, et y compris dans les quartiers chics, à des temps difficiles économiques, à des temps difficiles qui vont aller sur plus de chaleur et de lumière que malheureusement, peut-être. Eh bien, depuis 20 ans que je me prépare à tout cela, avec plus ou moins de stress, avec en plus une famille, 4 enfants, le stress de la vie quotidienne et du travail avant ça, etc. Eh bien, un jour, un de mes amis qui me dit « J'ai adoré ton premier livre, Survivre à l'effondrement économique, il m'a fait changer de vie, maintenant j'habite à la montagne comme toi, et je me prépare, et j'ai des réserves alimentaires, et comme toi, j'ai des flingues, et je suis avec une équipe, et je suis prêt à tout. Mais je vais te faire quand même une critique, mon cher Pierrot, c'est que tu vas crever de crise cardiaque comme une... Je ne vous dis pas quoi, mais voilà. » Et alors, évidemment, quand on s'entend, il dit « Mais comment ça ?» Je dis « Mais quand tu es en surpoids, ça va pas. » Je dis mais je fais du sport tout le temps, je cours, je marche 50 km régulièrement, je fais du ski l'hiver, de la randonnée, je suis pas gros, je suis juste enveloppé, comme dirait l'autre. J'ai les os lourds, je fais un peu de rétention d'eau, mais non, je suis en bonne forme. Alors je vais voir mon médecin, et mon médecin me dit, comme chaque année, pour un petit check-up, surtout après 40 ans et tout, et puis elle me dit, mais c'est vrai, vous allez très bien, oui, vous avez un peu un embonpoint, mais vous allez bien, regardez, votre cholestérol, il va bien, votre truc va bien, etc. Mais je n'ai que 40 ans à l'époque. Et c'est vrai que je me suis posé la question, au bout d'un moment, mais s'il n'avait pas raison ? Et c'est vrai qu'avec des hauts et des bas dans la vie, il y a eu des moments où j'ai ressenti le problème du poids, et je me suis dit, mais c'est peut-être vrai que je vais crever de crise cardiaque en coupant du bois l'automne et en faisant de la randonnée l'hiver. Je vais un jour me trouver avec un problème. Et en fait, je ne suis pas le seul, je le vois bien autour de moi. Aujourd'hui, nous vivons évidemment dans un monde où nous avons une abondance de nourriture qui est un truc étrange dans l'histoire de l'humanité. C'est une anomalie, mais anomalie, tant mieux, puisque nous sommes vivants grâce à ça aussi. Mais enfin, nous avons 1/8 de la planète qui est diabétique, donc une personne sur 8, ça fait beaucoup. On a aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, on a des enfants qui naissent diabétiques, alors ça c'est, waouh, la vache, et avec des acidités chroniques dans notre système sanguin, avec évidemment comme conséquence des crises cardiaques, des AVC, un mal au dos chronique chez beaucoup de gens. Est-ce que c'est lié ou pas avec des problèmes des joints? Alors pour les plus jeunes, les joints, ce sont les articulations, n'est-ce pas? Des maladies neurodégénératives, des inflammations chroniques, etc. Et tout ça, accessoirement, c'est des coûts pour la santé publique et donc pour nos impôts absolument colossaux. Et ça touche le monde entier. Ce n'est plus un problème de riches, c'est un problème de l'ensemble de la planète qui prend un mode de vie. On va voir pourquoi, comment ça fonctionne, un mode de vie un peu, je dirais, même pas occidental, mais à l'américaine. Et donc, dans ce monde, nous avons des... Alors, le record, je crois que c'est les pays, les îles du Pacifique avec 80% d'obèses. Sinon, il y a les pays de la péninsule arabique, notamment l'Arabie Saoudite, 60% d'obèses, 40%, 45% aux États-Unis. France, vous êtes l'un des meilleurs pays du monde. C'est peut-être aussi votre nourriture qui joue, pour l'instant. Mais on le voit dans la rue. On le voit dans la rue, des gens qui commencent à avoir des vrais problèmes, et de plus en plus jeunes. On voit des enfants. Alors, les pays d'Afrique, du Maghreb, d'Amérique latine aussi sont touchés par tout cela. Et on est passé d'un monde, je vais vous en parler, où quelques riches étaient un peu gros, et les pauvres étaient très maigres, voire à la limite de la malnutrition, à un monde où les riches ont le temps, et tant mieux pour eux, enfin les riches, les gens un peu aisés,
même beaucoup aisés, ont le temps d'avoir des coachs, de faire du sport et être plutôt en bonne forme, alors qu'aujourd'hui, ce sont les pauvres qui sont gros et qui meurent en masse avec un âge, avec une espérance de vie qui commence à baisser dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis. Et c'est bien sûr multifacteur, mais on doit se pencher sur ce côté gros. Alors évidemment, quand je me suis posé tout ça et que j'ai commencé à écrire là-dessus, à prendre des notes, d'abord pour moi, pour ma santé personnelle, et tout en continuant à faire de la natation, de la marche, un peu de course, soulever de la fonte et tout, je me suis dit quand même, si je veux écrire là-dessus, c'est d'abord parce que j'ai envie de lancer un défi à ceux qui m'écoutent sur Internet ou qui éventuellement lisent mes livres, de dire, voilà, je vais me mettre en scène ou me mettre en public. Alors ça, c'était en 2013-2014, pour que vous me motiviez. Faites-moi du fat shaming, dites que je suis un gros, dites-moi, vas-y, gros porc, machin, un gros bide, etc., parce que ça va me motiver à le faire. Et j'ai commencé à tester énormément de choses, essayer de comprendre comment ça se fait que certains aliments nous font grossir. Alors, je précise, l'idée, c'est pas de parler du poids en réalité. C'est un facteur, c'est un symptôme, c'est un marqueur. La réalité, c'est qu'on cherche de la bonne santé, on cherche de la fonctionnalité physique et on cherche de la longévité en bonne santé. Ce sont là les critères. Et, comme je conclus d'ailleurs mon livre sur ce point, in fine, c'est le combat que l'on doit être capable de faire. On doit être en bonne santé longtemps, être fonctionnel pour combattre. Alors combattre, c'est pas juste je vais péter la gueule à mes ennemis, c'est aussi combattre dans la vie pour conquérir nos conjoints, nos conjointes, faire des bons enfants, les élever, être là pour les élever longtemps, pas tomber malade trop tôt, pas mourir trop tôt. Mais l'idée, c'est pas la vie infinie, l'idée, c'est on va mourir un jour ou l'autre. Hein. Ça, j'en parle dans le livre sur la peur, mais c'est pas celui-là dont je vous parle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une capacité à bonne santé. Alors évidemment, je ne suis pas médecin. Je suis toujours un peu gros, 15 kilos de moins que quand j'ai commencé. Donc, j'ai pas écrit le livre ne s'intitule pas maigre, hein. Il s'intitule gros. donc, parce que je sais que certains vont dire oui, mais tu parles de ça et ouais, je transmets mes expériences et 15 ans de travail et surtout des entretiens avec des spécialistes qui, eux, savent vraiment de quoi ils parlent. Moi, je fais un travail de journaliste et de cobaye, à la limite. Mais c'est clair que la réflexion à laquelle que j'aimerais partager avec vous, elle n'est pas là pour vous donner des recettes, ni une liste de choses à faire et qui vont être un miracle et qui vont fonctionner, parce que ça ne marchera pas. En revanche, c'est un pied à l'étrier pour une réflexion assez poussée, qui, elle, peut vous amener à mieux vous comprendre et mieux comprendre l'environnement dans lequel vous êtes et réussir à ce moment-là à être en bonne santé, longévité en bonne santé et combattre pour la vie et pas seulement la survie. Alors, mon point de départ a été de réfléchir, ça a été évidemment, je suis parti dans plein de directions, mais certainement celle qui m'a le plus permis de commencer ce travail, c'est de me dire, mais en fait, c'est quoi l'être humain? Depuis quand c'est quoi notre écosystème et notre nutrition naturelle? L'être humain, il est ancien, il a plusieurs centaines de milliers d'années, et si on pousse un petit peu avec les hominidés qui, plus ou moins, pense-t-on, sont nos ancêtres, alors bon, ça, on n'est pas totalement sûr, mais on a quand même quelques millions d'années d'un mode de vie où on ne mange pas beaucoup, pas souvent. En revanche, quand on mange beaucoup, parce qu'on a chopé un animal, on a trouvé un gisement, pas un gisement de fruits, mais comment on appelle ça? On a trouvé un buisson avec des baies comestibles, on a trouvé des champignons, alors des fois on a trouvé des mauvais, donc il y a eu un cobaye qui est mort, mais on a testé sur des centaines de milliers d'années toutes sortes de nature, et on s'est étendu à travers le monde. Et donc je me suis dit, mais si on mangeait comme ça à l'époque, et on était des animaux sauvages, les animaux sauvages ne sont pas obèses, ils tombent rarement malades, ils vivent leur vie, ils ont des prédateurs, certes, mais ça fonctionne bien dans un environnement naturel. Donc c'est quoi le nôtre? C'est certainement pas Paris, c'est certainement pas une grande ville urbaine du XXIe siècle ou du XXe siècle. Donc c'est vrai que... Alors comment on fait à savoir? J'y étais pas, il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais on a des paléomédecins, des spécialistes qui étudient les os, les restes de cheveux de nos ancêtres, même très 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 anciens, et qui savent nous dire que voilà, on ne mangeait pas de sucre, on n'avait pas de carie,
on ne trouve pas d'os cariés, enfin de dents cariées à l'époque. On avait des problèmes de joints tard dans la vie. On avait une longévité assez grande, hormis les enfants qui mouraient, parfois 1 sur 2 mourait jeune, petit. Mais hormis ça, on avait une espérance de vie. Nos ancêtres Cro-Magnons, ou même beaucoup plus anciens, où que ce soit dans le monde, vivaient 70, parfois 80 ans. Parce qu'on sait le dire dans les os. Et ça, c'était assez étonnant, parce que moi, on m'a dit, l'homme des cavernes, il mourait à 30 ans. Pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'ils avaient un mode de vie qui était probablement celui d'être en bonne santé à long terme. Alors, on n'a pas de certitude statistique, puisqu'on ne trouve pas tous les os de cette époque-là, évidemment. Mais on a une piste. Alors, ils mangeaient beaucoup de viande, mais c'est de la viande très maigre et de gibier. Et surtout, ils mangeaient les abats, probablement, parce que ce sont les abats qui ont le plus et le gras, parce que c'est ce qui a le plus d'énergie. Encore une fois, il n'y avait pas de sucre. On ne peut pas manger de la canne à sucre, hein, ce n'est pas possible. On n'avait pas cet accès à la betterave, et même les fruits et légumes d'il y a très longtemps, en fait, simplement, ils n'existaient pas. La pastèque, c'était une prune, il y a 100 000 ans. Il a fallu l'agriculture très récente dans notre histoire pour sélectionner les graines des meilleurs fruits, des plus charnus, pour arriver à l'aubergine, la courgette, que sais-je, la carotte, les racines que l'on consomme. Ça a mis beaucoup de temps, et puis nous n'avions pendant très longtemps évidemment pas accès aux légumes, ne serait-ce que 100 ou 150 km de là où on était. Donc on faisait avec ce qu'il y avait. Et heureusement, nous sommes des omnivores, donc on est capable de s'adapter, on est capable de manger de tout. Et l'idée, c'est qu'on puisse survivre suffisamment longtemps pour nous reproduire et élever des enfants jusqu'à l'âge où eux-mêmes peuvent continuer à vivre de manière autonome, etc. Donc, c'est pas très ambitieux. On n'avait pas, je dois payer ma bagnole, ma voiture, pas trop de stress. On se lève le matin, bon, où est-ce qu'on va trouver à bouffer? On est en équipe, on va chercher quelque chose, on trouve un animal, on a posé des pièges, enfin ça va. La vie, c'était ça. Parfois, il y avait des ennemis qu'il fallait exterminer. Bon, ben ça, c'est pour le plaisir. Mais sinon, et pour le terrain, le territoire, et trouver des nouvelles femmes, et faire en sorte que la diversité génétique soit pas juste, que l'arbre génétique de nos ancêtres soit pas un bâton. Mais en gros, voilà, donc il fallait s'étendre un petit peu. Mais la vie n'était pas trop stressante, quand on y réfléchit. Et puis, on s'est sédentarisé, on a découvert l'agriculture. Alors là, il y a une première phase qui est à la fois permet de produire énormément de calories. La calorie, ce n'est pas une très bonne mesure de la valeur nutritive des aliments, mais c'est une valeur énergétique, c'est français, hein, c'est une invention française du 19e siècle, j'ai oublié comment il s'appelle. En gros, c'est 4,18 joules, mais c'est 1 gramme d'eau augmenté de 1 degré. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais certainement, lorsqu'on a du blé, de l'orge en masse, on peut bouffer des galettes tous les jours, ça nous permet de survivre. Alors là, l'espérance de vie, elle est descendue en masse, c'est plus des paléo-historiens ou des paléo-médecins. Là, on a beaucoup plus de restes, et on a une médecine qui analyse les restes de ces gens d'il y a 5000 ans ou 6000 ans. Et là, on a des maladies gravissimes, on a de l'ostéoporose, on a une espérance de vie de 40 ans, mais 8, 10, 12 enfants au lieu de 5 ou 6, dont 50% survivent, mais c'est colossal par rapport aux chasseurs-cueilleurs. Donc la reproduction est bien plus grande, mais la santé s'effondre pendant une première phase, parce que c'est monodiète de galettes à l'huile d'olive et quelques fruits, mais petit à petit, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, et puis avec les découvertes, on a pu commencer à partager des fruits du monde entier, et on a commencé à bouffer la tomate qui vient d'Amérique, la pomme de terre aussi, des fruits et des légumes qui viennent d'Asie, et ça s'est globalisé. Et cette sédentarisation première, hein, qui commence, en tout cas de ce que l'on sait aujourd'hui, c'est peut-être plus ancien, mais au Moyen-Orient, malgré tout, nous a pas amené à être obèses. Là, on avait des problèmes de nourriture dus à ces monodiètes. Et dans toute cette période, qu'est-ce que la génétique a sélectionné chez nous? C'est bien sûr des gens capables de prendre du poids vite. Dès qu'il y a de la nourriture, on grossit vite. Et c'est essentiel dans notre survie, puisqu'on a des périodes de disette, les récoltes sont parfois dévastées par des insectes, des
des parasites, ou des mauvaises récoltes sont dues au temps. Il ne pleut pas, ou il pleut trop. Et là, vous vous retrouvez avec très très peu de nourriture. La chasse, le seigneur local va vous dire non, ça c'est pour moi. Et donc vous avez ces famines qui s'ajoutent à celles qu'on a pu connaître à l'époque où on devait se balader à travers les champs, enfin les savanes plutôt, ou la toundra, et aller chercher le fameux mammouth ou la gazelle ou le cerf, ça dépend des latitudes, avec qui il allait permettre à la tribu de manger pendant 2-3 semaines. Mais à l'époque sédentaire, on a connu vraiment les grosses famines, les disettes, d'où la politique, enfin bref, c'est plein de choses qui tournent autour de ça. Et donc, les gens capables, nos ancêtres et nous, sommes capables de prendre du poids, pour la plupart d'entre nous, assez vite. Pas tous, bien sûr, mais c'est une des moyennes. Et donc ça se projette dans le monde moderne, où depuis à peu près un siècle, mais surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord aux États-Unis, d'abord en Europe, et puis petit à petit, ça s'est étendu. Nous avons une capacité, par la technologie, par la mécanisation des récoltes et de l'agriculture et de l'élevage, une abondance calorique et de nourriture qui est sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité. Avec une variété totale. Évidemment, on le sait tous, on a accès à des fruits tropicaux, exotiques, je sais pas, des avocats, de la banane, enfin des trucs depuis un siècle qui sont incroyables et qui devraient nous donner d'abord du goût, ça on le sait, qui s'ajoutent aux traditions culinaires ancestrales que l'on a développées petit à petit et qui sont souvent liées à plus le pays est, on va dire, riche, plus il a développé une culture pour sa noblesse ou ses élites, donc une gastronomie élevée. Évidemment, quand vous allez dans les grandes capitales d'empire, c'est pas vrai pour l'Angleterre. Mais quand vous allez à Paris ou à Istanbul, vous avez une cuisine, ou Rome, vous avez une cuisine locale impressionnante. Parce qu'elle a ramené de l'empire dont elle était la capitale, les fruits et légumes. Donc c'est formidable. Donc pour les gourmands peut-être que nous sommes, c'est incroyable aujourd'hui d'avoir déjà une richesse culinaire. Et puis ensuite, mais jusque dans les années 60-70, on faisait encore beaucoup de transport à pied. On bougeait beaucoup et puis il n'y avait pas de chauffage, donc pas ou peu de chauffage. Donc l'hiver, on était à 10 degrés dans un appartement, 10-15. Donc on avait des pulls, mais il faisait froid. On dormait je me souviens de mes grands-parents, vous en souvenez peut-être aussi. On dormait avec le bonnet de nuit, avec une chemise de nuit, le pyjama en laine l'hiver, etc. Avoir la chaufferette dans la chambre. D'où risque d'incendie quand on menait les charbons dans enfin, vous avez peut-être connu ça il y a longtemps. Et donc on consommait aussi beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'on mangeait. Donc ça avait du sens de manger 3 repas par jour. On a pris ces habitudes-là qui sont pas très normales chez l'être humain, de manger autant et plusieurs fois par jour, etc. Et à partir des années 80-90, alors là, c'est l'explosion de la nourriture industrielle qui devient omniprésente, avec, bien entendu, l'excès de lait, de sucre, de viande, de sel et l'agroalimentaire et ses lobbies qui nous imposent d'abord des jingles, de la pub. C'est à cette époque-là qu'on commence. Les produits laitiers sont... nos amis. Ouais, tu parles. C'était quoi j'ai pas mes lunettes, j'ai écrit tout petit en pâte de mouche. Qu'est-ce qu'on a comme slogan dans les pays francophones? C'était des sensations pures. Alors des sensations, c'est le sucre, ça. Sucre des sensations pures, c'est ça. 5 légumes et fruits et légumes par jour, etc. Et les fameuses pyramides alimentaires qui sont clairement faites par l'industrie. Alors aujourd'hui, il faudrait rajouter à la pyramide alimentaire les insectes. Ils sont en train d'essayer de nous pousser ça. Je ne suis pas sûr que ça marche dans notre culture à nous. Et là-dessus, alors il ne faut pas juste voir la pub, etc. Mais il y a aussi un travail. Je me souviens d'avoir travaillé à vendre des logiciels chez Nestlé. Et pour essayer de comprendre le métier, on est allé visiter leur centre de recherche au-dessus de Vevey, qui essaie de trouver le goût parfait pour chaque produit, qui est pas trop sucré, pas trop salé, mais quand même addictif. Et ils injectent des milliards. Et ça, c'est valable pour Nestlé, pour Danone, pour General Foods, pour tout ce que vous voulez. Et donc, on va
Ils sont plus forts que nous, ils ont des milliards de dollars de budget pour développer sur une dizaine d'années des produits, des chocolats, des pizzas surgelées, des bâtonnets de poisson frits, pour que ce soit irrésistible. Ils sont très forts. Et ils gagnent de l'argent, ils ont du profit là-dessus, c'est pas bien mal, c'est comme ça. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Le problème, c'est que quand bien même on le sait, ça devient notre dealer de bouffe. Il y a le dealer qui fournit les lisimes, mais il y a le dealer qui nous fournit de la bouffe. Donc c'est pour ça qu'on parle de malbouffe. Là-dessus, le produit de base est plein de produits chimiques, de pesticides, de fongicides, de phtalates, d'OGM. On rajoute donc la chimie avec les E621, 625. On a les médicaments en plus qu'on ingère qui dérèglent notre foie, notamment, pas que le foie, mais qui dérèglent notre capacité, parce que c'est le foie qui va gérer une grande partie de la chimie que l'on ingère. Donc on le fatigue. On a les dents avec les plombages, avec du mercure à l'intérieur. Moins maintenant, mais ça existait. Et puis les ondes aussi. On ne sait pas encore ce que ça fait, tous ces téléphones, les Wi-Fi dans tous les sens. Il y a des études qui laissent penser que dans 30 ans, on va avoir des cas très graves dus à ce qu'on utilise aujourd'hui. On a les perturbateurs endocriniens, pas dans ces meubles-là, mais dans les meubles des Suédois. On a des cols dans les moquettes, et c'est comme ça. Donc on doit prendre compte de cela, on doit réfléchir à tout ça dans nos vies. Et puis, on est aussi tous, alors ça c'est un point important, on est tous différents, on a une génétique différente. Il y a des gens très résistants, des gens moins résistants, des gens pour qui bouffer des pizzas congelées pendant des années n'ont pas l'air de montrer des problèmes. Puis, il y a des gens qui deviennent obèses ou gros, puis en fait ça va. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout maigres, mais l'intérieur est tout pourri, tout détruit. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que le poids n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres. Et qu'à la fin, l'industrie médicale, elle arrive là où s'arrête l'industrie agroalimentaire pour reprendre le relais et soi-disant s'occuper de nous. Voilà, et j'oublie les plastiques et un autre élément, puisque il est là en fait. Dans les interviews que j'ai pu faire, notamment des gens comme Joël Salatin ou Salatine, je ne sais pas comment on dit, pas confondre avec Saladin, mais Joël Salatin qui est un fermier aux États-Unis maintenant, qui est devenu célèbre depuis, qui est le conseiller de Trump sur les affaires agroalimentaires, et nos amis français Claude et Lydia Bourguignon nous expliquent qu'un des soucis des sols qui s'appauvrissent et des méthodes agricoles d'aujourd'hui, c'est qu'on a des produits soit qui manquent de nutriments, donc qui nous rassasient pas. On a l'impression de manger nos fameux 5 fruits et légumes, qui est probablement excessif par jour, parce qu'il faut voir aussi, j'y arrive, quant au conseil, au grammage et aux quantités, qui nous donne cette envie de manger encore et encore, parce qu'on n'est pas rassasié. Alors ça nous a rempli l'estomac peut-être, mais les micronutriments, les vitamines, les minéraux, etc. manquent. Et donc très vite, le corps dit « Ouais, non, mais je suis en carence, donne-moi encore plus ». Et comme on est entouré de malbouffe, on va peut-être se dire j'ai faim, donc je vais manger un cheeseburger, parce que c'est là, parce que je l'ai vu. Puis dans la pub, elle fonctionne, hein, elle nous rentre dans notre cerveau. Donc là-dessus, on a cette complexité du monde moderne qui est plus fort que nous. Il faut admettre qu'ils sont plus forts que nous. Donc il va falloir lutter de manière raisonnée pour changer nos habitudes. On va y venir. Et un des résultats de tout cela, c'est qu'on est devenu addict à la nourriture. Encore une fois, vous êtes dans un des pays les mieux, enfin, ou les moins addicts, avec une des meilleures traditions alimentaires, avec peut-être derrière l'Italie, qui est encore bien, avec encore... mais on voit bien que ça commence à... J'allais dire les Pays-Bas. Non, c'est pas vrai. Pas les Pays-Bas. C'est le pire. C'est le pire au monde. J'aime bien les Pays-Bas, mais la bouffe, non. Et donc, ce qui fait qu'on mange trop de sucre, trop de produits transformés. On mange souvent, trop souvent. Et on a faim tout le temps. Parce que, justement, ça manque de micronutriments. Alors... Là aussi, moi, je vous dis tout ça en termes simples. J'ai dans le bouquin des interviews de gens qui sont capables d'utiliser des termes plus techniques, parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai interviewé des médecins, des spécialistes, des nutritionnistes. Hein. C'est pas juste moi qui vous dis une évidence, parce que ce que je vous dis là, pour l'instant, c'est un résumé de ce qu'on entend quand même depuis pas mal d'années. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors,
Le problème, c'est que la nutrition, ou même le sport, parce que j'ai une première partie du livre qui est sur ce qui rentre dans notre corps, la deuxième partie, c'est comment on va, c'est l'énergie qu'on dépense. Donc il y a manger. D'ailleurs, il y a une grosse partie qui est quoi ne pas manger. Mais surtout, il y a aussi une partie à la fin, dans la deuxième partie du livre, qui est comment bouger, comment faire. Alors là, le problème, c'est qu'on est dans ces domaines-là, un peu comme dans le foot ou le sport, c'est que tout le monde pense être meilleur que l'entraîneur. On a tous des avis bien campés. Je dis, non, mais il faut manger un peu de tout. Il faut manger plutôt le matin, c'est le plus important. Non, il faut manger plutôt le soir. Non, il faut manger une fois par jour. Non, il faut manger 5 légumes. L'État nous dit 5 avec la pyramide. Donc, il faut manger du pain, et puis ensuite les légumes, bien sûr, et ensuite la viande, beaucoup, et puis le poisson. Puis en fait, on comprend pas. Puis manger, alors on dit, il faut manger équilibré, c'est facile. T'as qu'à manger l'équilibré, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais équilibré, ça veut dire quoi? Un peu de tout, ça veut dire quoi? C'est très vague. Et puis ce qui est beaucoup pour moi n'est pas beaucoup pour vous. Ce qui est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour vous, croyez-moi. Et donc, on ne sait pas trop, c'est très vague, c'est imprécis. Et quand c'est précis, et d'ailleurs c'est souvent avec des termes très techniques, mais c'est impossible à suivre. Mais qui va faire du grammage en disant tu vas manger 50 grammes de beurre le matin, mais qui va peser ça? On le fait instinctivement. Mais pour moi, quand je coupe 50 grammes de beurre, en fait, si je le pèse, c'est peut-être 200 grammes. Non, j'exagère, c'est peut-être 75. Donc c'est trop vague. Et ces conseils nous viennent souvent de gens qui nous veulent du bien. C'est des conseils de nos amis, de la famille, et qui d'ailleurs nous dit toujours « Mais t'es très bien comme ça. » Il n'y a pas de problème. Ma mère, elle me dit « Mais comment ça? Non, t'es pas gros. Tiens, je t'ai fait des pâtes. Et tiens, je t'en ai fait pour ramener chez toi. » Il y a juste un tout petit peu. Il y en a pour 10 jours, cuite avec la sauce, magnifique. Bon. Je dédie ce livre à ma maman parce qu'elle m'a nourri, mais avec de la qualité incroyable, mais en trop grande quantité. Et puis, il y a notre culture, notre tradition familiale. Moi, on me disait, mais tu dois finir ton assiette, tu te rends pas compte. Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Il faut finir. Et mon père renchérissait en disant, mais tu manges ton jambon sans manger du pain. Mais tu te prends pour qui? Mais il faut manger du pain. Mais c'est pas possible. Tiens, un kilo de pain, il faut manger le pain. Mes grands-parents, ils n'avaient pas, et c'était dur pour eux. On a tous vécu un petit peu ce genre de choses. Les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas ça, mais notre génération, à partir de 50 ans, on a connu des gens, nos grands-parents, ils ont eu faim. Ils ont connu la guerre. Donc on leur en veut pas de nous avoir éduqués comme ça, mais ça nous cause aussi des habitudes difficiles à changer. Et puis il y a la science, et il y a les magazines qui nous disent non mais 2 verres de vin, c'est très bien. Puis l'autre dit, non, surtout pas, il faut manger du chocolat. Ou du brocoli. Non, surtout pas de brocoli, parce qu'il y a des antinutriments dedans. Non, des tomates, ça va, mais cuites, mais pas crues. Ou crues, mais pas cuites. On comprend rien au bout d'un moment. On a tout et son contraire qui nous est communiqué avec des termes scientifiques parfois qu'on ne comprend pas. On nous parle d'adipocytes, de triglycérides, tout ça. Ok, on peut comprendre. Alors là, j'ai fait l'effort, j'ai ôté de mon bouquin. D'habitude, j'aime bien... C'est pour ça que mes bouquins sont un peu épais, comme ça. J'aime bien dire, je veux vous permettre de comprendre le fond, la technique, le fonctionnement. Donc je l'ai fait pour, par exemple, la peur ou la survie. Je vous explique pourquoi, à mon avis, ça va s'effondrer, pourquoi il y aura de l'inflation, etc. Là, je me suis dit, non, Pierrot, laisse tomber. De toute façon, tu n'es pas crédible, tu n'es pas médecin, donc tu parles de comment le glycogène se forme dans ton sang et qui finit dans le foie, que le foie va gérer ce qui part justement dans les cellules graisseuses, les adipocytes, ou comment il va le récupérer, etc. Laisse tomber, tu vas les perdre, c'est pas ça qui compte, il faut rester simple dans ce genre de choses. Et donc, on a ces conseils qui vont dans tous les sens, donc on est perdu. Et puis, il y a des modes, des modes parfois contradictoires. Non, mais il faut faire un régime que avec des fruits, que avec de la soupe aux choux. Pendant 3 semaines, tu vas perdre 5 kilos. Avant l'été, voici les règles, voici comment faire pour perdre 3 kilos en une semaine avant l'été, etc. Mais moi, je vous envoie dans un camp de concentration et vous allez perdre du poids, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Les régimes, je les ai tous essayés. Je me suis amusé à tous les essayer. Alors, il y en a qui marchent. D'ailleurs, la plupart marchent. Mais on ne peut pas continuer. Il faut réfléchir à un mode de vie. Mais comment le faire? D'ailleurs, 98% des régimes échouent. Les gens reprennent du poids, voire plus. C'est la statistique.
Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces 2%? Soit ils ont une force de volonté de malade, soit ils sont partis vivre dans le Sahel, je ne sais pas. Mais c'est très, très dur de faire un régime et ensuite de recommencer comme on était avant. Très, très compliqué. Moi, j'ai fait le yo-yo depuis... là, ça va mieux, hein, mais j'ai perdu pas mal de poids de manière durable et c'est pas fini. Mais je me souviens très bien qu'entre 2000 et 2020, où j'ai testé un petit peu tout ça, j'ai fait des plus 15, moins 15, plus 15, moins 15, trucs impressionnants. Et puis à la fin, quoi qu'on ait comme solution, c'est pas valable peut-être pour vous, ni pour vous, peut-être pour moi. Et ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour vous, ni pour vous, parce qu'on a des génétiques différentes, on a des modes de vie différents. Il y en a qui sont dans le tertiaire, il y en a qui sont dans le secondaire, dans le primaire, moins, mais quand même. Puis il y a ceux qui se déplacent beaucoup, il y a ceux qui sont... Le chauffeur de bus, comment il fait pour faire ses 10 000 pas par jour? Et puis enfin, on a nos traditions, nos traditions notamment dans les repas de fête. Et fut un temps, oui, moi je crois, c'est important de fêter, mais... On fête, à l'époque, on fêtait Noël, les fêtes religieuses, il n'y en a pas autant que ça. Bien sûr, on avait aussi les périodes de jeûne, hein, comme le carême ou le ramadan, qui est depuis une tradition française maintenant. Et on a des traditions qui se sont multipliées, avec par exemple les anniversaires. Il fut un temps où ce n'était pas particulièrement vaste, mais j'ai 4 enfants. Eux ont 6 cousins, plus les parents, les oncles, etc. Il y a facilement 30 fêtes d'anniversaire dans l'année. C'est pas possible. On peut pas avoir 30 fêtes d'anniversaire, plus Noël, Pâques, je sais pas, la Chandeleur, les crêpes et tout. Non, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça avec un repas de fête tous les 3 jours. Enfin, j'exagère, mais toutes les semaines ou toutes les 3 semaines. Parce qu'un repas de fête, c'est un repas de fête et ça compte et c'est important. Donc, nos habitudes et nos traditions, elles commencent à jouer contre nous. Et puis je vois pas des anniversaires des amis des enfants où ils reviennent tous avec des kilos de bonbons qui, si vous si vous cédez, sont super addictifs aussi. Donc au bout d'un moment, chez moi, il y avait un coffre avec tous les bonbons des anniversaires des enfants. Au bout d'un moment, c'est poubelle, hein, parce que c'est pas possible. Et enfin, il y a la science, la science qui est acheté par l'agroalimentaire et qui va nous dire, j'ai vu, et il y a pas mal de notes de bas pas là aussi, et j'ai vu mais 2 coca par jour, ça va. C'est la quantité de sucre qui va. Ok. Ouais. C'est ça. Et donc, on a ce problème de par où on commence. Une fois qu'on a compris, et c'est là où je dirais deux choses importantes. La première, c'est que, encore une fois, je suis allé interviewer des spécialistes, des paléo-nutritionnistes, des nutritionnistes, pas paléo, mais de maintenant. Je suis allé voir des gens qui sont dans l'idée qu'il faudrait manger plutôt des protéines pour nous mettre dans un système kétogène qui va plutôt fonctionner. Mais encore faut-il trouver des protéines de bonne qualité et qui sont bonnes pour nous, et du gras de bonne qualité. Et puis il y a les végétariens, il y a eu cette mode qui est toujours là, entre les véganes et les végétariens. Est-ce qu'il y a du bon à prendre dans cette mode, dans cette manière de faire? Donc j'ai interviewé des gens là-dedans. Alors sur l'aspect philosophique et tout, c'est pas discutable, hein, chacun a sa croyance. Si tu veux manger du poisson le vendredi, ou tu penses que manger de la viande ou du poisson c'est mauvais pour ton karma, ok, moi qui suis-je pour te dire quoi faire? Donc la question est traitée par l'avis de plusieurs personnes. Et encore une fois, mon objectif n'étant pas de vous dire mange ceci, tant de grammes, tel jour, telle heure, etc. C'est de vous donner, par mon expérience de cobaye, mais aussi par ces interviews, le pied à l'étrier dans votre réflexion qui vous permettra de trouver ce qui est mauvais et ce qui est bon pour vous. Alors là-dessus, bien sûr, ce qui était pour moi le plus flagrant, c'est qu'on a par exemple des véganes ou des végétariens en très très mauvaise santé, par exemple. Parce que j'en ai interviewé, et même j'ai des amis, des amis, eux surtout, c'est bizarre, c'est plus les filles que les garçons, qui m'ont dit, ben voilà, je mange que des légumes, des céréales et du sucre, qui est vegan, mais je mange pas de lait, bien sûr, etc.
Et le dénominateur commun entre eux et d'autres gens malades, c'était assez clair, c'était le sucre, les céréales, le lait et un excès de sel. Et des spécialistes corroborent cet élément-là. Les céréales, déjà, alors, le retour comment on appelle ça, le retour négatif que j'ai sur cette affirmation, c'est souvent, d'ailleurs, des pays où on a l'habitude de manger beaucoup de pain, et du pain qui est bon à manger, qui a un bon goût, pour être précis, qui est notamment la France. Vous savez, un pain qui a un bon goût. Vous êtes les champions du monde du pain, en France. Très loin devant. Et ce pain n'est plus fait avec les mêmes céréales qu'il y a 50 ans, qu'il y a un siècle. C'est plus du tout le même blé, c'est plus du tout... Alors, on trouve parfois des pains faits à l'ancienne, avec du levain, avec plein de choses qui sont moins mauvais. Mais en fait, c'est très, très mauvais pour nous en termes de sucre. En fait, à la fin, notre corps va l'assimiler comme sucre. Donc, peut-être qu'il faut limiter un petit peu tout ça. Mais le problème, c'est que si vous dites à un drogué, mais limite un peu de ton héroïne, ou limite ta coke quand tu es ministre, ça veut dire quoi limiter? C'est en prendre, c'est 1 gramme par jour, 1 demi-gramme, seulement au matin, seulement le soir, seulement quand tu vas en boîte échangiste, je ne sais pas. Donc à un moment, il vaut mieux sevrer complètement. Et ensuite, voir si ça marche, et voir si vous êtes bien, etc. Ça a été ma technique. Ce qui a beaucoup fonctionné, pour moi, ça a été les jeûnes. Pas pour perdre du poids. À la limite, ça, c'est totalement accessoire. L'idée du jeûne, c'est qu'on se coupe complètement de la nourriture pendant un certain temps, ne serait-ce que 3 jours, 5 jours. C'est assez facile. C'est pas facile la première fois, mais après, ça devient simple. Moi, je pousse jusqu'à 20 jours. Tous les ans, en novembre, je fais 20 jours de jeûne, essentiellement à l'eau. Et je continue à faire du sport. Et je fais ça avec un médecin qui me suit chaque semaine. Et il me dit, non, vous n'avez pas perdu de muscle du tout. Ça, c'est un mythe. Perdre du muscle pendant que vous jeûnez, moi, alors ça, c'est peut-être la seule affirmation sur laquelle je suis prêt à me battre, c'est que c'est pas vrai. En tout cas, pas chez moi. Et ça permet de redémarrer votre biome intestinal qui va être exterminé par le manque de nourriture. Vous allez transformer j'ai envie de dire, transformer votre intestin dans une sorte d'Auschwitz, mais c'est pas du tout le bon terme, mais c'est celui qui me vient maintenant, je sais pas pourquoi. Bref, vous avez veldivé vous avez je sais pas quoi. Bref, oubliez ce que je viens de dire. Vous allez exterminer vos bactéries qui sont hyper nombreuses et trop nombreuses. Non, Pierrot. Bref, tu es en France en plus, la dictature. Non, stop. Non, mais je dis ça avec bienveillance. Et donc, c'est le devoir de mémoire. Donc, vous allez refaire vous allez exterminer les bactéries qui sont, on va être sérieux, qui sont en fait liées avec les terminaisons nerveuses de votre intestin, notamment le gros intestin, et qui en fait communiquent à votre cerveau. Donc, il y a un truc qui se passe, pour faire simple, la bactérie, elle dit, moi, je bouffe du cheeseburger, du gras, donne-moi du gras. Donc elle transmet à ton cerveau, et le cerveau, il dit, je me ferais bien un cheeseburger. C'est aussi simple que ça, en simplifié. Vous ne mangez pas pendant 5-10 jours, cette bactérie-là, elle n'a plus de gras. Donc elle meurt, ou elle se reproduit moins. Il y en aura toujours, mais elle va se reproduire moins. En recommençant, vous commencez avec votre petite soupe de légumes, avec une viande maigre, un petit bout de poisson. Là, vous allez nourrir les bactéries qui disent, moi, la fibre du légume cuit, j'aime bien. La protéine du poisson, j'aime bien. Et celles qui sont encore survivantes, qui aiment ça, elles vont se multiplier beaucoup plus et vont prendre la place de celles qui aimaient le gras. Je résume un truc très complexe. Et qui vont communiquer par les terminaisons nerveuses qui sont presque aussi nombreuses que les cellules de notre cerveau. C'est un truc hallucinant. On dit on a un deuxième cerveau dans les intestins. C'est pas joli à imaginer, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, on aura dit je me referais bien un bon poisson ou une petite soupe de légumes, etc. Je résume. Le problème, c'est que pendant le jeûne, les premières fois que j'ai fait du jeûne, j'étais en train de rêver, de fantasmer de bonnes pizzas, les pâtes de ma maman, avec les carottes au sucre de ma grand-mère. Un truc qu'il ne faut pas faire. Mais bon. Et donc, il faudrait attention, malgré tout, de ne pas recommencer en disant, en craquant, j'ai arrêté de mon jeûne. Bon, j'ai fait mes 5 jours, j'ai détoxifié mon corps. J'ai reposé mes organes, j'ai reposé le foie, j'ai reposé les reins, j'ai reposé la peau, j'ai reposé tout. Je me suis détoxifié. Les 3 premiers jours sont un peu difficiles, mais après, ça passe. Je vais bouffer cette tranche de pizza, ce cheeseburger dont j'ai rêvé pendant le...
Et là, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire, et j'ai fait ces erreurs, vous recréez l'environnement qui va faire se multiplier les petites bactéries dans votre corps qui aiment bien, finalement, la malbouffe. Et donc, l'autre erreur que j'ai pu faire, mais pourtant c'est une bonne piste, c'est de revitaminer et de renourrir votre corps en dose massive de micronutriments. Alors, ça peut se faire aussi par la supplémentation, mais ça, il faut le faire avec un spécialiste, quand même, qui sait déterminer pour vous quelles sont vos vraies carences et ce dont vous avez besoin. Allez pas dans une pharmacie en disant « donnez-moi un truc multivitamine » et vous avalez 50 pilules tous les matins. Non, non, faites-le sérieusement. En revanche, c'est vrai que les jus de fruits et les jus de légumes, c'est pas mal pour vous donner un boost de vitamines. Mais attention, les calories qu'il y a dans un jus de pomme ou un jus de fruits pressé, même pressé tout beau avec des pommes bio, avec des oranges bio, c'est monstrueux la quantité de sucre qu'il y a dedans sans les fibres. Donc, faire très attention à ça. Moi, je me suis amusé pendant des mois. Il y avait la mode des jus il y a une quinzaine d'années. Je me suis acheté ma centrifugeuse. Je me disais, voilà, le matin, les enfants, regardez, jus d'orange, 3-4 oranges, 2 pommes, c'est génial, une carotte pour les légumes. Et tu bois ton truc, puis 2 heures plus tard, oh, putain, j'ai faim. Non, on ne mange pas. Légumes, jus de légumes, concombre, épinards, et re-orange, et re-pomme, et re-machin. Et je me dis, putain, c'est vachement bon en plus. Puis 2 heures plus tard, j'ai de nouveau faim. Puis je me dis, c'est bizarre, j'ai pris 5 kilos ce mois-ci. Pourtant, j'ai mangé des jus, c'est ça. Mais j'ai pris 5 kilos parce que c'est du fructose. Et je me pointe chez le médecin après quelques mois de ça. Et je devais faire une échographie pour des histoires de calcul au rein. C'était super énervant. Et le type, il fait d'un côté, il fait de l'autre. Il me dit, mais vous êtes alcoolique, vous. Je dis, mais pas du tout, j'y suis un bon musulman, je bois très peu d'alcool, franchement très très peu d'alcool. Il dit, mais vous avez un foie gras, là, vous avez un problème, faites gaffe, si ça continue, vous allez avoir une hépatite. Et toi, tu dis, mais je ne bois pas d'alcool. Puis ensuite, mais putain, les jus, mais bien sûr, du fructose dans le lait, dans le foie, il n'arrive pas à gérer, il grossit. Et vous avez un foie qui... Enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a parfois des erreurs en pensant bien faire. Alors peut-être que c'est moi, mon organisme n'aime peut-être pas trop les légumes. C'est vrai que moi j'aime bien les trucs salés. Moi tu me donnes entre une orange et un saucisson, le choix est vite fait. Donc je dois faire gaffe à ça. Et voilà. Ce qui est en revanche qui fonctionne bien, c'est un bon sommeil aussi. Un bon sommeil va nous permettre d'être moins stressés. Alors j'en parle beaucoup plus dans le livre sur la peur parce que j'ai dû choisir. En fait, à un moment, dans l'écriture du gros, je me suis arrêté. Je me dis non, il y a un problème avec les émotions. Si on est stressé, c'est parce qu'on gère mal le stress. Enfin, si on gère mal le stress, on va commencer. Moi, je mange quand je suis stressé. Et j'ai posé aussi le livre en disant il y a un problème avec la peur. Ce qui m'a donné, ça me permet de vous présenter en 2 secondes ce livre de Survivre à la peur qui va nous permettre de gérer en 2 volumes de 900 pages et 700 pages, nos émotions que sont la peur ou qui sont provoquées par le stress lié à la peur aussi de manquer de nourriture, qui est soigné par le jeûne. Parce que quand vous faites un jeûne, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est facile. Les 3 premiers jours et la première fois que vous le faites, c'est un peu dur, mais après, vous vous rendez compte que c'est facile et puis que c'est pas un problème de ne pas manger. Vous pouvez tenir super longtemps sans manger. Alors, commencez petit au début, et mon avocat m'oblige de dire, n'étant pas médecin, je ne fais pas de pratique illégale de la médecine, je donne ces conseils simplement en tant qu'individu, et que c'est à vous d'aller voir un spécialiste et un thérapeute si vous avez besoin. Donc voilà, ceci étant fait pour protéger mon compte en banque, je traite plutôt le sommeil dans l'aspect peur, mais j'en parle également ici, parce qu'un bon sommeil avec un bon repos va nous permettre d'être moins affamés et d'avoir... Tout ça, c'est géré par des hormones et des neurotransmetteurs qui sont liés soit au stress, soit au manque de sommeil, donc la fatigue, et qui nous donnent faim plus ou moins, ou qui inhibent ce qui nous amène de la satiété. C'est l'un ou l'autre. Et puis, finalement, et pour conclure, c'est pas tout à fait fini, en fait, nous devons changer nos habitudes. Alors, ce que j'ai trouvé qui fonctionne bien et que mes interlocuteurs ont confirmé sur l'aspect déjà nourriture, c'est que si nous mangeons moins que notre faim de saison pour avoir les micronutriments au maximum, c'est vrai que les fraises en hiver ou les haricots du Kenya, c'est pas toujours
bon, au-delà de l'aspect écologique, c'est pas toujours ce qui nous amène le plus de micronutriments de meilleure manière. Local, bio, vraiment du vrai bio, et c'est mieux de connaître effectivement les producteurs qui vous nourrissent pour savoir avec quoi ils ont produit et quelle est la qualité de cette nourriture que vous allez avoir. Protéines animales, il n'y a pas de contre-indication de tout ce que j'ai pu lire, mais pas en grande quantité, et faire très attention aussi à la qualité de cette viande. Si ça vient des usines à viande, l'animal, il a bien souffert, il a des hormones de stress en lui que vous allez ingérer. De plus en plus, il y a le problème de la vaccination des animaux, donc, sans parler des OGM qui sont évidemment dans certains... Alors, il y a des OGM très bien, hein, normalement, mais il y a aussi des OGM, on ne sait pas trop. Donc, faire très attention à ça, éviter l'animal, l'herbivore qui a mangé de la viande, hein, qui a mangé du mouton à l'époque. Hein. Vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre nous, prions pour l'animal, comme on disait à l'époque. Et ensuite, il y a tout l'aspect, donc une fois qu'on a regardé tout l'aspect qui entre en nous, l'énergie que l'on absorbe, les nutriments qui nous font du bien plutôt qu'ils nous font du mal, il y a aussi l'aspect comment on dépense cette énergie pour une bonne musculature, une bonne fonctionnalité, une souplesse. J'ai encore beaucoup de travail sur la souplesse personnellement, mais je bouge beaucoup et c'est vrai que le muscle consomme de l'énergie, donc c'est vrai que gagner du muscle, ce qui est de plus en plus difficile avec l'âge, je le sais, je m'en rends compte maintenant. À partir de la cinquantaine, c'est un chouïa plus difficile, mais ça va encore. Le fait de bouger et de consommer de l'énergie eh bien, est important pour pas seulement notre poids, mais aussi notre fonctionnalité, pour savoir marcher, courir un peu. On n'a plus tellement l'occasion de faire ça dans la vie quotidienne, donc on doit faire cet effort. C'est pour ça que la notion de sport apparaît, bien que nos ancêtres, ils auraient rigolé. Hein, qu'on leur dit, non, tu sais, on va dans une salle de gym, on va courir sur un tapis roulant, parce qu'en fait, on est un peu obligé, quoi. Les types, ils disent, mais tu cours pas dans la vie normale pour attraper ta nourriture. Je dis, ben non. Voilà, on ne court pas après les barquettes dans les supermarchés. C'est comme ça. Nager, lancer, c'est des bons exercices. Se soulever, tirer, faire l'amour aussi. Tout ça, c'est important. Et plus on en fait, plus on devient bon dans tout ce que je viens de dire. Et c'est vrai. Et donc ça, c'est important. Et à la fin, l'objectif, en fait, c'est quoi ? Je le répète, c'est donc notre bonne santé, une longévité en bonne santé. Peut-être même un peu d'esthétique, c'est pas négligeable, d'affûter un petit peu nos corps, c'est plutôt bien. C'est aussi mettre et reprendre le contrôle sur nos émotions. Quand on apprend à maîtriser notre peur, mais aussi nos émotions liées au stress qui nous amènent à trop manger et pas assez bouger, on est mieux. Et je le dis toujours, l'objectif final, c'est d'être capable de combattre. Pas forcément avec votre AK-47, parce que vous n'avez plus de FAMAS en France, mais vous avez votre éclair et corps ou autre chose. C'est pas simplement ce genre de combat, c'est pas juste sortir votre bâton télescopique pour vous défendre dans le métro lorsque quelqu'un vous importune et lui exploser la tronche. Non, c'est pas que ça. Ça peut être bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est surtout combattre pour vivre. Pour être capable de fonder une famille avec des enfants en bonne santé. Et pour ça, donc, il faut séduire un conjoint, une conjointe, ou des choses étranges que je vois dans la rue ici, dans ce quartier, par moment. Mais enfin, il va falloir séduire, et pour être séduire, il vaut mieux être en bonne santé qu'être un peu patapouf ou pas être fonctionnel. Et donc, vous voyez, il y a tout un combat aussi pour la vie, qui est finalement se reproduire... Et donc la bonne santé sert, etc. Et donc il n'y a pas que survivre, il y a aussi vivre bien. Et avec ça, j'en ai terminé pour ma courte présentation. Et je suis ravi de prendre vos questions. Merci pour votre conférence, Pierrot. Alors, pour moi, deux remarques, une question. Ensuite, ma question, c'est est-ce que vous apportez quand même un peu de précision, certains programmes un peu précis, des activités physiques, des quantités, de la musculation, des musculations spécifiques pour le combat, ou
même s'il y a des guidelines, j'ai bien compris que c'est plus un mode de vie qu'il faut se battre pour pouvoir à adopter. Est-ce qu'il y a quand même des précisions, des programmes un peu plus adaptables selon les profils morphologiques? Alors le terme programme, non. Il y a en revanche des indications plus précises que celles que je vous ai présentées aujourd'hui, mais qui ne viennent pas de moi, qui viennent de spécialistes, d'experts, dans le sport, un petit peu dans la nutrition aussi. Mais j'ai volontairement voulu tenir ça peu précis, par modestie, parce que je ne suis pas un spécialiste, et puis parce que j'ai encore beaucoup de boulot sur moi, donc je ne peux pas vous dire... Et quand bien même, si j'étais arrivé avec encore 15 kilos de moins, et torse nu, avec un corps d'Apollon, encore plus, ça ne veut pas dire que je suis en bonne santé. C'est pas parce que vous êtes super fit, shredded, comme on dit en anglais, pardonnez-moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans le monde anglophone, qui a pas mal en pointe là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé, ça ne veut pas dire que vous êtes tout naze à l'intérieur, parce que peut-être votre morphologie, je vois des types qui sont naturellement très esthétiquement bien, qui font des efforts, mais qui se permettent de dire vous avez qu'à faire comme moi et ce serait pareil. C'est pas vrai du tout. Parce qu'on a un historique, comme je répète, l'historique, la génétique, le mode de vie, etc. etc. Donc il y a... Oui, le verre est percé, je ne sais pas pourquoi. Et... Comme les chiens. Sabotage. Mais ensuite, donc ces spécialistes vont vous donner des points importants. Ensuite, l'autre chose, c'est que si je vous dis faites ABC, tant de grammes, tant de mouvements, tant de répétitions dans un mouvement physique, etc., d'autres vont dire ah mais non, il faut faire B et C et avec moins ou plus ou différemment, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. La littérature sportive ou nutritionnelle, elle est infinie aujourd'hui. Il y en a partout, il y a de tout. Et justement, je ne voulais pas en rajouter du haut de ma peut-être 15 ans de travail, mais après tout, qu'est-ce que j'en sais? Franchement, je dois rester modeste là-dessus. Et ce serait totalement arrogant. Déjà, pour la peur, j'ai dû faire un travail dans la psychologie, dans la philosophie. Là, je vais un peu plus dans le granulaire et dans le détail, parce que peu de gens ont travaillé sur la peur. Réellement, il y en a peu. En revanche, sur la nutrition, c'est partout, tous les magazines, du matin au soir, ils vous en parlent, vous entendez un jour un truc, le lendemain le contraire, etc. Il faut dormir 7 heures, non 8 heures, non 3 heures. Ah, une nouvelle technique, speed sleeping, je sais pas quoi, tu dors 15 minutes 4 fois par jour, bien sûr, ouais, facile. Et donc ensuite... Donc je préfère vous donner les pistes de réflexion, mon avis dessus, mon expérience, mais surtout avec des experts, vraiment. Et il y a du Loren Cordel, qui est le type qui a inventé la mode paléo, il y a le régime, le mode de nutrition paléo. Il y a donc j'ai mentionné le couple Bourguignon, Joël Salatin, Gilles Lartigot, qui est un exceptionnel, qui a aussi écrit des livres exceptionnels sur ce domaine de comment se dépatouiller dans cette jungle alimentaire où on ne comprend rien, où on a des aliments qui ne correspondent plus à ce... Vous pouvez avoir votre bon bœuf bourguignon extraordinaire, une recette française incroyable, mais derrière, le bœuf est dégueulasse. Donc, et les pommes de terre qu'on met dedans, et votre clafoutis aux cerises est fait avec une pâte qui a été traitée au phosphate, je ne sais pas quoi, avec des cerises remplies de pesticides. Et c'est ces bourguignons qui en parlent très bien là-dessus. Donc je préfère rester vous mettre le pied à l'étrier sur un travail de réflexion que vous devez faire avec votre responsabilité. Donc désolé, moi je ne suis pas le genre à vous donner des trucs faciles, je vous donne des trucs durs, mais j'espère que j'ai apporté dans ce livre, les gens qui l'ont déjà lu me disent en plus c'est drôle, tu nous fais rire, et c'est très bien, parce que c'est complexe et c'est pas facile et il faut se prendre en charge nous-mêmes en tant qu'individus. Parce qu'on ne peut plus croire rien de ce qui se passe. Alors, trouvez votre thérapeute en qui vous avez confiance. Trouvez un médecin qui saura vous dire, mais là aussi, je crois qu'on a pas mal de médecins, de gens de famille de médecins. La nutrition, elle était très présente dans les médecins d'antan. Puis, elle a disparu du curriculum. Parce que maladie A, pilule A. Maladie B, pilule B. Problème C, pilule C. Traitement ou chirurgie ou je ne sais pas quoi. Mais... le mode de vie, heureusement, on a encore des médecins qui sont capables de faire ça, mais ça a été un peu perdu. Ça revient, je sens que ça revient, je vois chez les jeunes que ça revient parce qu'ils ont compris que
Tu ne peux pas avoir des gens malades chroniques toute leur vie. Il faut quand même apporter une santé chronique. Monsieur. Oui, alors j'aurais plusieurs questions. Ça serait concernant le jeûne intermittent. Oui. Et il y a aussi l'acido-basique. Oui. Et éviter la sarcopénie. Sarkozy quoi? Non, pas Sarkozy. Il faut éviter Sarkozy. Sarkozy, stop. La sarcopénie, alors qu'est-ce que c'est? Plus un mot. C'est déjà quoi la sarcopénie? C'est la forme des muscles. Ah. Après 50 ans, on va dire. Je n'ai que 54 ans, je suis encore très jeune. Moi, j'ai enfin débarrassé ma petite gym chez moi que j'ai montée parce que je l'avais remplie avec du stock, de trucs. Bon, c'est l'histoire de survivaliste. Des fois, on a trop de bordel. Donc, j'ai enfin débarrassé. Donc, je recommence là, depuis quelques semaines, à refaire de la fonte et tout. Et je revois que ça reprend. Je reprends du muscle, c'est clair. Alors, j'attends ma petite visite chez le médecin que je vais faire en janvier. J'essaie d'en faire une par année, où il va me mesurer la masse graisseuse, la masse musculaire, pour voir si effectivement j'en ai pris. Parce que alors, se regarder dans la glace, c'est pas toujours suffisant. Donc, voilà. Donc, sur vos autres questions, le jeûne intermittent, c'est probablement très très bon. Et quand je le fais, Et toute ma vie, j'ai fait du jeûne. Donc, c'est le fameux un repas par jour. Je mange pas avant 12-14 heures. Qui a dit qu'on devait manger 3 fois par jour ou 2 fois par jour? Enfin, d'abord, ça dépend un peu de nous, ça dépend de notre mode de vie. Et effectivement, ce que j'ai pu remarquer pour moi, je précise, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai remarqué que pour moi, c'est quand je mange 1 fois par jour, je mange beaucoup moins, je n'ai pas très très faim, et ça marche très très bien pour me nourrir correctement. Alors, le repas en l'occurrence, il sera plutôt un bon repas, et moi, je préfère le soir. Maintenant, mon instinct personnel, c'est de manger à midi. Moi, j'ai envie de manger à midi, et pas le soir. Mais parfois, je ne peux pas. Donc, des fois, je me prive à midi et je mange le soir. Ma fiancée aime plutôt manger le soir. Donc, mais elle mange des petites quantités de moineaux, parce elle me dit, je fais 50 kilos, j'aimerais bien revenir à mon poids de jeune fille qui est 48. Et moi, je dis, bon, quand c'est toi qui cuisines, je vais perdre du poids, hein, c'est sûr, parce que là, je vais fondre. Alors après, le problème du jeûne intermittent, c'est qu'on a tendance à trop manger. Par exemple, nos amis musulmans qui font le ramadan ont traditionnellement, dans leur tradition originelle, c'est du lait de chamel ou de brebis, quelques dattes, parce que ça correspond à la zone, c'est une religion qui vient du désert, donc avec des populations qui ont besoin de s'habituer à cette disette inévitable lorsqu'on doit traverser une zone d'une oasis à l'autre. Et donc c'est un bon entraînement, en plus de l'aspect spirituel, tout ça, ok. Très, très important dans le jeûne. Mais parce qu'on découvre que quand on mange rien pendant 3-4 semaines, on a un esprit différent, plus affûté. J'ai des amis qui ont fait ça, qui étaient des anciens cocaïnomanes, ils me disent, c'est génial, c'est exactement la même sensation que sous coke. Je dis, je te crois sur parole, parce que moi, je n'ai pas cette expérience, mais c'est bon à savoir. Qu'on a un esprit, on a l'impression que le temps se ralentit, on est plus affûté. Intéressant, alors à rechercher, mais il faut continuer à faire des mouvements et ça. Donc, quand on a notre lait de chamel j'ai dit lait de chameau avant, non, lait de chamel, des dattes, et on va se coucher et on se réveille le matin, on prend 2-3 dattes et ensuite le soleil se lève, on fait, je suppose, des prières et ensuite on va faire ce qu'on doit faire. En fait, ça marche super bien. Puis on a de l'énergie, puis on est sharp. Mais si on fait un banquet tous les soirs et on se réveille, on se met l'alarme à 4h du matin pour manger le matin le plus possible, pour avoir de l'énergie, mais ça ne va pas du tout. Et on finit avec plus 3 kilos pendant le mois de Ramadan, etc. Corrigez-moi si c'est le cas, mais c'est les statistiques que j'ai vues au Maroc, en Algérie, etc. Et votre deuxième question entre les deux, c'était ce que je voulais dire par rapport à l'acido-basique. L'acido-basique, ouais. Je filtre mon eau, déjà, parce qu'elle est vraiment trop alcaline. Et je mets un peu de citron. C'est probablement un problème d'inflammation qu'on a tous, chronique, ça cause des inflammations, justement, du fait de manger un peu trop acide. Alors ça, c'est l'avantage des véganes. Ou des végétariens, s'ils ne mangent pas de céréales, etc., ils ont tendance à être plutôt alcalins. Mais, et donc d'avoir moins d'inflammation, etc. Mais comme les véganes bouffent
des trucs bizarres et puis rien ne leur empêche de bouffer des céréales à mort. Et parfois, ils sont acidifiés eux aussi. Alors, encore une fois, c'est nos amis véganes que j'ai interviewés qui m'ont expliqué les problèmes de santé qu'ils ont parfois, s'ils font pas gaffe. Alors après, est-ce qu'on a assez de protéines, pas assez de protéines, tout ça, en fait, c'est pas notre gros problème. J'ai oublié un truc très important, c'est l'exposition au soleil. Nous sommes des êtres qui avons besoin on vient de zones tropicales à la base. Donc on a besoin d'exposition au soleil. Et puis on s'est adapté au nord, certes, mais on travaille à l'intérieur. Hein. Donc il faut qu'on fasse un effort par rapport au soleil et à plein de choses aussi qui impactent notre santé. On va pas, voilà, j'ai décidé que je n'allais pas faire 1000 pages. Et c'est combien 400 pages, mais écrit gros. Donc ça va. Il y a d'autres. Alors, j'ai une question, en fait, j'en ai une, c'est, on t'a un peu parlé de manière générale, un petit peu de l'évolution de la nourriture, l'apparition du feu, par exemple. Ah oui. Est-ce que tu peux nous donner oui. des informations là-dessus? Alors, deuxième question, oui. après j'arrête, c'est, parmi tout ce que tu as essayé, qu'est-ce qui t'a donné le plus d'énergie, en fait? Alors, ça, c'est facile. Malheureusement, ce qui m'a donné le plus d'énergie... il y a deux choses qui m'ont donné beaucoup d'énergie dans ma vie personnelle. Un, c'est les jus. Parce que là, alors, t'es shooté par le sucre sans s'en rendre compte, par du fructose dans tous les sens. Alors après, voilà, c'était excessif. Parce qu'en fait, tu devrais pas trop boire des jus, ou alors des jus de légumes où il n'y a pas de sucre dedans. Mais les jus de fruits, alors tu deviens speed pendant 2 heures parce que t'es rempli de ton jus d'orange, ton jus de sucre. Surtout si tu manges un peu moins, sauf que ça te donne des calories et le sucre et le truc, et tu te retrouves avec ton foie, machin. Donc, mollo et bien comprendre ce qui est bon pour vous. Mais ça a son rôle dans la revitamination d'un corps qui a peut-être eu trop de malbouffe, qui est pas bien, etc. Parce qu'il y a des cas, j'ai Jason Vale, qui était un des gourous des jus, qui revient de loin, encore quelqu'un qui avait des problèmes gravissimes de santé, de peau, de tout ce que tu veux, et qui s'est revitaminé, revitalisé, alors probablement avec des jus plus petits que ceux que j'ai fait moi. Mais voilà. Donc là, il y a quelque chose qui m'a donné beaucoup d'énergie. La cuisson, en fait, le feu, c'est surtout la cuisson. De ce qu'on peut observer, de ce que j'ai pu lire et de ce qu'on m'a expliqué, c'est pas tellement la viande. Viande crue ou cuite, elle est plus facile à mastiquer quand elle est cuite, mais voilà, ça va. On gère la viande crue sans problème. D'ailleurs, les bons tartares, c'est exceptionnel. Et pareil pour les poissons, si ce n'est que, évidemment, ça enlève les parasites, bien cuit, t'as pas de problème de salmonellose, si tu l'as cuite pendant longtemps, si elle est à point, machin, bien carbonisée, tu peux y aller, la salmonellose, elle est morte avant toi. Hein. Mais c'est surtout les légumes, c'est surtout les fibres cuites, et c'est ce qui nous a probablement donné l'idée, dans un moment où on a maîtrisé le feu, c'est très ancien, hein. Beaucoup plus ancien qu'on nous l'avait expliqué à mon époque à l'école. On nous a dit, oui, le globe de Cro-Magnon a inventé le feu. Non, c'est des millions d'années, le feu. C'est probablement 4 millions d'années. C'est des hominidés qui ne savaient pas encore qui avaient déjà compris que le feu... Et ils avaient compris comment faire des récipients et puis mettre des trucs végétaux. Je rappelle, on mange tous les animaux du monde. Tous les êtres vivants du monde, on les bouffe. Hein. Mais les végétaux... ça ne marche pas. C'est une fraction infime du monde végétal qu'on est capable de digérer. Déjà pour des questions d'acides aminés, mais, bon, hein, mais aussi parce que c'est super fibreux, qu'on va se casser les dents, et on n'est pas des gorilles. On ne peut pas bouffer toute la journée et on n'a pas que ça à faire. Hein. Et donc ils ont probablement essayé de cuire ou de bouillir ou de griller des légumes, ou des végétaux, pour dire, jusqu'à un moment où ils ont trouvé « Ah, mais ça, c'est comestible. Je ne suis pas mort. » D'abord, on fait tester aux prisonniers qu'on a attrapés l'autre jour, mais après, on se rend compte qu'on survit et que finalement, on est rassasié. Alors, ils ne faisaient pas des études nutritionnelles ou quoi, mais probablement. Mais une fois qu'on est rassasié, on se dit, mais ça, je vais le garder. Et puis, je vais voir si... Puis celui-là, il est mieux que celui-là. Pourtant, c'est la même plante. Et puis, commence finalement la modification génétique de notre environnement et la maîtrise. Donc, on a outsourcé une partie de notre digestion il y a très très longtemps par le feu, par la cuisson. Et puis ça nous a amené à piger que la canne à sucre, tu arrives à la concasser avec des pierres puis des machines. Et puis le sucre massif, c'est 2-3 000 ans, hein, pas plus. Enfin, massif, c'est 2-3 000 ans. Et puis le massif,
18e siècle, hein, ça a commencé. Et puis d'où l'essor et la fortune des dentistes à partir de ce moment-là. Mais avant, le dentiste, c'est pas un bon choix de carrière. C'est une pince et puis voilà. Mais c'est vrai. Je sais pas qui a... Monsieur. Oui, tout d'abord, merci pour votre intervention. J'aurais deux questions. Tout d'abord, vous avez évoqué à de multiples reprises de fonder une famille. Est-ce que la nutrition a un fort impact sur la fertilité, la fécondité et ce sujet de manière générale? Et deuxièmement, vous avez brièvement évoqué l'exposition au soleil. Au niveau de... Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de l'environnement, par exemple la pollution de l'air ou d'autres qu'on ne soupçonne pas, qui ont un fort lien avec la nourriture? Oui, je ne l'ai pas quantifié, parce que le sujet va très loin, hein, sinon. Donc clairement, on sait, je pense qu'on le sait tous instinctivement, que la pollution est mauvaise pour nous, elle est mauvaise pour les plantes qu'on mange. Votre champ qui est à côté de l'autoroute, il va être un petit peu rempli de plomb et de métaux lourds, sans parler des poissons en mer, du fait de la pollution. Moi, je viens du monde écolo à la base. Hein. Je me suis un peu soigné, j'ai fait ma repentance, mais il y a quand même des éléments bons dans ce monde-là. C'est-à-dire que l'aspect de lutter et limiter la pollution, c'est bien. Après, le réchauffement climatique, tout ça, on peut en discuter, si c'est vrai. Mais en revanche, la pollution, ça c'est indéniable qu'elle a un impact sur déjà la survie des animaux et des plantes tout court, et puis celles qui survivent et qu'on va ingérer finissent par nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être un point, j'en parle dans le bouquin, mais si vous êtes intéressé, je vais faire une petite pub, sur mon site, j'ai une formation qui nous apprend à faire du jeûne. Elle est gratuite, allez-y, vous la chopez. Mais il y a un élément, et j'en parle justement dedans, c'est que si vous avez stocké des toxines, des métaux lourds par votre nutrition, inévitablement dans votre corps, et ça se finit surtout beaucoup dans le foie, mais beaucoup dans les graisses, et dans les graisses du foie et tout, en perdant du poids, c'est pour ça que les gens qui font du jeûne, ils ont souvent très mal à la tête dans la 2e ou la 3e journée, c'est parce qu'on commence à sortir ces toxines, et là, elles ont un effet... elles ont un effet qui nécessite d'être éliminées. Mais mieux vaut les éliminer, mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a cet aspect-là. Donc boire beaucoup d'eau et être prêt à ce que nos émonctoires les éliminent vite et bien. Donc il peut y avoir un effet secondaire qui est un peu, pas douloureux. On n'est pas des chochottes, hein, on n'est pas dans les tranchées en Ukraine ou à Verdun, mais c'est pareil. Mais on a mal à la tête. C'était un autre truc qui était votre autre question, c'était par rapport à la fertilité. Alors fertilité, probablement que oui, puisque le volume de spermatozoïdes semble baisser sans arrêt. La testostérone baisse aussi, pas ici évidemment, mais pas dans cette pièce, mais en général elle baisse d'une décennie à l'autre. Donc il y a probablement des effets liés à l'environnement. Est-ce que c'est que la nourriture? Probablement c'est multifactoriel, hein, c'est sûr. Donc ça, c'est un facteur. En revanche, là où je peux donner mon expérience personnelle, pas sur la fertilité, mais lorsque mon ex-épouse est tombée, la mère de mes enfants est tombée donc enceinte, à chaque fois, on a fait très très attention à la quantité de nourriture et à la qualité de nourriture. Évidemment, elle ne fume pas. Et on a des enfants différents génétiquement d'elle et moi. Pas différents génétiquement, je m'explique. Ils sont super fit, alors que moi, moyen, je combats. Aussi, on leur a jamais dit « finis ton assiette ». Et c'est très cool avec la nourriture, et on leur a cuisiné une nourriture excellente, avec de temps en temps des trucs fun pour le goût, et puis aussi parce que moi, j'aime bien manger mon cheeseburger bacon de temps en temps, mais le vrai, fait maison. Donc on leur a appris à bouffer un truc bon, avec des éléments de bonne qualité, qui ne ressemblent pas du tout au McDo. D'ailleurs, ils ne demandent pas à aller au McDo. Ils trouvent que c'est dégueulasse. Donc, il y a une petite influence et c'est notre travail de parents de faire cet effort. Mais, encore une fois, c'est dur parce qu'on a face à nous de la pub. Donc, il faut enlever la télé. J'en parle dans le bouquin sur la peur. Enfin, la télé, c'est une métaphore de virer la télévision. Mais une métaphore avec une application qui est quand même assez vraie. Limiter l'accès à ce qui nous donne envie, mais moi j'ai beau m'être sevré de plein de saletés, je les vois dans les pubs, et des fois je me dis ce serait bien d'essayer un paquet de Pringles ou je sais pas quoi, qui sont faites pour qu'on finisse le paquet entier, parce que c'est rempli de produits addictifs qui vont nous faire en sorte qu'on va le finir et qu'on peut pas se contrôler, du moins
C'est mon expérience. Donc, là, il faut un peu de volonté. On dirait non, mauvais. Mais c'est dur. Je ne vous apporte pas des choses simples et faciles, surtout. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était passionnant. Petite question toute simple sur la différence entre glucides et sucre, parce que bien sûr. En plus, sur les arguments marketing, 0% de sucre, et en fait, je regarde le paquet après, et il y a marqué par exemple 60 grammes de glucides, 80 grammes de glucides, notamment pour tout ce qui est bonbons, etc. C'est quoi la différence fondamentale entre sucre et glucides? Et est-ce qu'on est d'accord sur le fait que le 0 g de sucre et il y a 60 g de glucides, c'est Alors, ça a l'effet que en fait, sucre et glucides, c'est à peu près la même chose. oui, il y a une petite différence quand même entre saccharose, glucose, fructose, et on les utilise pas toujours. Effectivement, dans l'industrie, il y a des règles. Donc c'est vrai que le sirop de par exemple le sirop de maïs, c'est pas toujours considéré sucre, et souvent d'ailleurs on voit dans les emballages à juste titre 30% sucre, ensuite 20%, c'est le premier truc, c'est sucre, ensuite 20% sirop de maïs. Et je dis putain la vache, on est à 50% de sucre. Et ensuite effectivement il y a cet aspect où on va vous vendre un truc genre je sais pas, un bonbon avec 0% de matière grasse. Et on va essayer de vous faire croire que c'est diététique. Bah ouais, il n'y a pas de matière grasse dans un truc à 100% de sucre. Donc oui, il faut être méfiant. Donc là, il y avait, malheureusement, elle est décédée, mais Corinne Gouget avait fait un travail extraordinaire. J'ai toujours son petit bouquin. Ce serait bien de le remettre à jour, mais c'est génial. Et je faisais mes courses pendant un moment avec ça, en regardant, alors quel produit chimique je vais manger aujourd'hui? Alors E621, E623, et puis le E200, etc. Et après, moi, encore une fois, je ne suis pas chimiste, donc je veux pas vous barber avec ni dans mon livre, ni aussi, j'avoue, j'ai pas la connaissance au quotidien de ça. J'ai fait une année de médecine pour m'amuser en 2011 à Genève, à l'Université de Genève, en tant qu'auditeur libre, pour piger comment ça fonctionne, le cycle de Krebs, l'appareil de Golgi, la cellule, comment l'énergie se transforme en ATP, machin. Et alors j'ai un peu oublié, mais j'ai compris les gros trucs. Ça suffit, hein, on n'a pas besoin d'être un expert. Et puis encore une fois, allez voir, si vous voulez vraiment faire un travail sérieux, vous pouvez, pour vous-même, être suivi par un médecin. Et là, ça vaut la peine de faire un peu de travail pour pouvoir discuter avec lui et faire la différence. Parce qu'encore une fois, malheureusement, beaucoup n'ont pas de compétences en nutrition. Et les nutritionnistes, parfois, n'ont pas la compétence en médecine. Il faut travailler dessus. C'est un vrai travail. C'est pour ça que je ne vous apporte pas la facilité. Mais j'espère que je vous apporte, avec humour, y compris dans le livre, le démarrage d'un processus. Et si je peux me permettre, une autre petite question toute simple par rapport au jus. On est d'accord, c'est juste les jus de fruits qui sont très mauvais. Les jus de légumes, il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins de sucre dans les légumes, mais qu'est-ce qu'un légume? Parce qu'on en considère beaucoup de légumes comme des légumes, mais en réalité, ce sont des fruits. La tomate, c'est un fruit. La courgette, je crois bien que c'est un fruit. La fraise, c'est pas un fruit, par exemple, mais elle est pleine de sucre. Parce que c'est une graine, en fait. Donc, bon, sémantique, tout ça. À la fin, on n'est pas con. On sait que c'est sucré, il y a du sucre, ou du fructose, en l'occurrence. Et que ça va aller dans le foie direct, comme l'agneau allez, un petit digestif et tout, voilà, le foie, il prend. Mais, alors, c'est là où ces phrases de sagesse qui sont imprécises et vagues, mange de tout avec modération, etc., une fois que tu as fait un traitement et que tu es en bonne santé, là, oui, elles peuvent s'appliquer. D'abord, mange de tout, pas tout, parce que le cyanure, c'est pas bien, mais on peut manger un peu, y compris des trucs un peu deg. Et là, la modération, il faut la préciser. C'est pas, avec modération, c'est pas un repas sur 2 où tu manges des trucs dégueulasses. Peut-être que c'est une fois par mois. Mais c'est dur, parce qu'on commence avec un repas sur 2 dans notre vie quotidienne. Et on mange à midi, et après, j'en ai pas parlé, mais ça me paraît évident, il y a l'aspect gourmandise. Moi, quand je viens à Paris, je sais que c'est la semaine d'enfer. C'est que je mets une croix sur... quoique, j'ai fait un effort. Hein, mais... vous avez des restaurants de dingue ici. Et c'est pas cher pour nous, les Suisses.
Je veux dire, c'est comme quand tu vas au Sénégal, quoi. Tu te lâches, quoi. Tu te lâches sur le poulet yassa et le machin sauce graine. Putain, en Côte d'Ivoire, les spaghettis piri-piri à la langouste, avant d'aller au Moulin à Huile, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Putain, c'est pas possible. Donc, alors, le problème, c'est quand ta vie, c'est que du voyage. Moi, c'était entre 23 et 30 ans. C'était que des voyages d'affaires dans des endroits où il y a des restaurants de dingue. En plus, c'est la boîte qui paye. Alors, tu te lâches avec des clients. En plus, les clients, surtout dans les pays... Moi, j'étais un peu spécialiste de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, les mecs, c'est... y a là, on va bouffer. Puis, on parle de la famille. Alors, comment ça va? Et puis, je te vends le truc et machin. Mais en faisant du convivial. Donc, tu commences au petit-déj. Machin, les œufs, les trucs, les pancakes, les 5 étoiles. Tu peux pas te priver. T'as payé l'hôtel. T'as un buffet de folie. Ensuite, t'arrives au café, machin. Ensuite, t'arrives à midi. Et tu vas bouffer avec le client. Il fait beau, t'es au soleil. Le plat de pâtes, la langouste, le machin, le truc. Tu peux pas... Tu sais ce que ça coûte une langouste à Genève? Putain, c'est un mois de salaire. Tu vas en Afrique, t'en as 4 pour 20 balles. Avec les pâtes et la sauce tomate qui vont avec. Putain, c'est super bon. Et le soir, tu vas avec tes collègues. Tu dis, bon, alors combien de millions on a vendu cette semaine? Tu t'appelles les autres, t'es stressé, machin. Tu te relaxes. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas au restaurant au bord de la piscine et machin. Et une côte de bœuf. En Afrique du Sud, les côtes de bœuf. Comme ça, elle coûte 10 balles. Et tu t'en bouffes pour 1 kilo. Moi, j'ai pris 30 kilos entre 23 et 30 ans. Parce que c'était génial. Et on a bouffé comme des porcs. Et puis, quand tu viens faire ton retour, tu vas à San Francisco, tu viens à Paris, à la filiale française, parce que c'est là où l'Afrique francophone te fournit les marketing. Bref, je venais ici à La Défense, mais le soir, tu descends en centre-ville, tu vas dans le premier, dans le 6e, dans le 7e. Tu as des restaurants de folie. Ton bœuf bourguignon, ta tête de veau, ton machin. Attends, moi, je deviens fou ici à Paris. Donc, cette semaine, je me dis, OK, 1 repas par jour, je me lâche. Mais pas de sucre. Mais la tête de veau, oui. Et ce soir, je ne sais pas, mais on a prévu un restaurant que j'aime bien ici. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle le restaurant qu'on adore, enfin, que je t'ai fait découvrir? Bref. La semaine prochaine, je rentre chez moi dans ma ferme dimanche soir. Donc, je rentre à Genève, je fais dimanche soir, je suis dans ma ferme. Avant de partir à Moscou, ça va être encore autre chose. Lundi à vendredi, je ne mangerai rien. C'est jeûne, 1 semaine de jeûne. Parce que, voilà. Alors, est-ce que c'est bien de faire ça? Faire 1 semaine un peu excessive, encore une fois, pas trop de sucre, quoique la petite tarte au citron pour me donner le kick pour ce soir. Excusez les sacrifices que je fais pour vous. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, 300 grammes de tarte au citron, c'est 1 kilo le lendemain sur la balance. Et je ne comprends pas comment c'est physiquement possible. Ça, personne n'assume l'expliquer. Mais bon, la semaine prochaine, je bouffe pas. Et donc, alors, est-ce que c'est sain de faire ça, de se lâcher un petit peu? Mais en fait, je me lâche un petit peu. C'était raisonnable ce qu'on a mangé. Ça va. C'était pas d'entrée, pas de dessert, petit steak, bon, de la bonne viande. Vous avez de bonne viande. Ça, en Suisse, on a de la viande dégueulasse par rapport à vous en France. Alors, vous avez la limousine, vous en avez extraordinaire. Sans parler de l'andouillette, le cochonaille, le machin. Vous faites mieux que nous. Nous, en Suisse, c'est pas un pays riche, la Suisse, à la base. Maintenant, oui, mais avant, c'était un pays pauvre. C'est un pays de montagne. On a du lait, du lard. On doit le faire fondre pour le manger avec du vieux pain. Non, mais moi, je suis d'origine italienne. Hein. Je peux vous dire qu'en Suisse, je suis suisse maintenant. Et je suis heureux d'être suisse et j'aime mon pays, mais ça n'a rien à voir. Même la Belgique, elle cuisine vachement mieux que nous. C'est clair. Je mange très bien en Belgique. Bref, donc, quand on est un peu gourmand et gourmet, à la fin, parce qu'on allie la bonne bouffe et le truc, il faut super se contrôler. Et moi, j'ai clairement, mon défaut, ça a été de ne pas me contrôler. Et ce que je vous ai expliqué sur l'Afrique, c'est pas du tout une caricature, c'est exactement ça. Et j'ai vécu ça pendant 8 ans. Du stress avec des voyages, les voyages dans l'avion la nuit où tu t'arrives fatigué, puis tu as faim parce que le manque de sommeil te donne faim. Et tu recherches par le stress aussi le calme que t'apporte la digestion. Et donc, et ensuite, comme tu t'es un peu endormi, tu as le petit coup l'après-midi où tu es fatigué, c'est pas 4 cafés qui vont te réveiller, c'est le sucre. Et donc, tu repars avec des sucreries, des machins. C'est un cercle infernal qu'il faut briser. Moi, j'ai trouvé que pour moi, le jeûne m'a permis de faire ce travail. Mais c'est peut-être différent pour vous.
Et peut-être que vous, c'est autre chose. Et puis ensuite, il y a l'aspect médical. Il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde. Il y a des gens qui ont des maladies aussi très graves. Donc c'est pour ça que souvent, moi, je dis, allez-y, faites-moi du fat shaming parce que j'aime bien. Ça me permet de me refocaliser sur un effort qui est difficile. Mais pour une fois que je suis d'accord avec les gauchistes de dire que finalement, se moquer des gros, c'est pas constructif. Parce que beaucoup me disent, mais moi, on se moque de moi, et puis finalement, je mange encore plus parce que ça me stresse. Et, voilà. Et donc, dites pas à votre vieille tante que c'est une grosse baleine, dites pas à votre petit cousin que c'est un gros lard, tranquillou. Vous dites, non, mais fais un effort. Moi, j'ai un ami, ce Patrick qui m'a aidé, qui m'a choqué au début, il y avait aussi une copine qui m'a dit, quand je t'embrasse, j'ai l'impression qu'on est 3. Et c'était pas un compliment, ni une suggestion. Donc parfois, il y a aussi besoin d'un petit choc, quelqu'un qui vous remet dans la réalité. Ça pourrait servir à Gérard Larcher, par exemple. Je ne connais pas, mais je ne vois pas qui c'est. Mais le choc dans la réalité, il est important. Bon, dernière question. Merci. Ouais. Alors, moi, en vous écoutant, j'ai plus envie d'aller au resto là, que de commencer un régime. D'ailleurs, ce que vous disiez me faisait penser, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Edgar Yves. Et bon, vous regarderez, mais il explique qu'il va avoir une nutritionniste et qu'il a le droit à un écart par semaine. Et il dit, mais c'est pas ce que je suis capable de faire comme écart. Et il dure combien l'écart? Combien de jours l'écart? Voilà, exactement. Non, alors une chose une remarque un peu plus sérieuse, quoique peut-être anecdotique, mais vous évoquiez tout à l'heure que les chasseurs-cueilleurs, ils devaient aller d'un point A à un point B, ils ne savaient pas à quelle distance serait le point B pour avoir de nouveau de la nourriture. Et votre petit axe sur les Hollandais m'a fait penser à leur fromage et en fait à toutes ces nourritures de marins qui sont des trucs où effectivement quand on monte sur le bateau on ne sait pas jusqu'où on va et qui sont un peu des nourritures de secours, comme aussi les conserves, les plats préparés, qui sont censés être des trucs de secours, peut-être plus pour les bateaux mais pour les parents débordés qui travaillent tous les deux, qui n'ont pas le temps de faire tout le temps de la nourriture de qualité. Et le truc de secours devient la base alimentaire. Il y a un peu cette facilité, cette substitution. Le repas de fête qui devient quotidien, le biscuit qui est une fois par an, qui devient le goûter de 4 heures tous les jours, etc. Et puis avec l'effet des parents là, qui veulent tout le temps faire des gros poids de sable, les anniversaires des enfants, il faut inviter tout le monde et le faire au McDo si possible, etc. Et puis une petite question là pour de vrai, quand vous avez dit tout à l'heure là, qu'on relâchait les toxines, etc. pendant le jeûne, ça m'a fait penser à la sudation. Est-ce que forcer sa sudation par du sauna, du hammam, est-ce que ça a un effet peut-être sur la faim, sur le fait d'éliminer les toxines, de perdre de l'eau, etc. Oui, la réponse est oui, totalement, complètement. Sudation que vous faites, lors des jeûnes est bienvenue. Moi, quand je jeûne, j'essaye d'aller au maximum faire des bains froids, des douches froides. Ça, je fais tous les jours. Mais particulièrement pendant les périodes de jeûne. Mais clairement, le sauna, la sudation, c'est un émonctoire. Hein. La peau, c'est notre plus grand organe du corps. Sauf chez un ami, mais c'est un ami. Et un Africain. Bon, c'est pas... Et donc... Non, mais il faut déconner dans la vie. L'humour, c'est important. Il faut vivre aussi avec humour, avec dérision, avec toutes sortes d'humour. Bref, oui, non, bien sûr, le sauna, oui. Vous me faites penser au sauna, c'est pour ça. Non, mais... Merci. Merci beaucoup et... Je vous demande quelques minutes d'attention. Alors, j'ai 3 choses à vous dire avant de vous laisser partir vers la table de signature où je ne saurais trop vous recommander d'aller, sauf pour voir les derniers ouvrages de Pierrot ainsi que les créations de mon équipe. Je vous recommande particulièrement ces ouvrages sur la peur parce que, si vous voulez, parce que ça servira. Mais on ne va pas enchaîner un deuxième sujet déprimant. Sujet déprimant toujours. Comme nous allons... il y a un hommage prévu pour notre ami...
Donc ceux qui voudront y assister, c'est ce vendredi à Paris. Ceux qui voudront y assister peuvent venir auprès de moi, je vous donnerai les adresses nécessaires. Et on a décidé de faire un sujet un peu original la semaine prochaine.